public. L'autre mesure, et je termine par là, l'autre mesure, c'est la stigmatisation des financements croisés. Alors, vous ne connaissez peut-être pas sur les associations, souvent connaissent. C'est que pour une même opération, en investissement ou en fonctionnement, vous vous faites financer par plusieurs financeurs. Je vais prendre un exemple bien connu. Vous vous baladez dans la campagne, il y a une église classée, un peu en ruine, qu'on va restaurer, et on met un grand panneau. La restauration de ce bâtiment est assurée à X% par l'Europe. Souvent l'Europe y met quelque chose. X% par l'État, la DRAC. X% par le département, X% par la région, tant par la commune. Bon. Et c'est en additionnant les financements de tous les niveaux qu'on réussit à restaurer le monument. Aucun des niveaux, à lui tout seul, ne pourrait le faire. Ça s'appelle les financements croisés. Ça, le gouvernement n'en veut plus. En disant, c'est des doublons, et surtout la grande idée, c'est quand il y a plusieurs responsables, il n'y a plus de responsables du tout. Et le gouvernement a totalement refusé qu'on inscrive dans la loi quelque chose qui était courant dans la pratique, qui était la notion de chef de file. C'est-à-dire, l'un des financeurs prend l'initiative, il est chef de file, et il ramasse le financement d'autres. Ça fonctionnait, ça avait des inconvénients. C'était long, c'était compliqué. Les associations qui faisaient souvent appel au financement croisé, elles devaient, les gens des pays connaissent ça, bâtir 3 dossiers, 4 dossiers, 5 dossiers, les présenter à 5 administrations différentes, dans des logiques différentes, dans des calendriers différents, pour avoir 3 sous du FEDER, 3 sous de la région. Bon, c'est vrai que c'était quelquefois très complexe et très long, les financements croisés. Mais il y avait moyen d'améliorer le système. En tout cas, c'est la chasse au financement croisé. La dernière mesure étant, qui était jusqu'à présent réglementaire et qui devient législative, c'est que le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui prend l'initiative de l'action, doit payer un minimum de 20%. Donc le plus petit village qui veut faire quelque chose, restaurer un vieux lavoir ou je ne sais pas quoi, ou restructurer et fleurir la place de la mairie, il devra mettre 20% de sa poche, quel que soit son budget, et il ne pourra être subventionné qu'à 80%. Cet article 35 est l'article qui a donné lieu aux débats parlementaires les plus longs, les plus complexes. Je pourrais vous en parler toute la nuit, mais bon, il faut que je m'arrête. J'ai déjà dépassé de 6 minutes, 7 minutes, le temps qu'on m'avait donné. Et simplement pour dire, il faudrait pouvoir avoir le temps de faire la corrélation entre cette loi et une loi qui n'est pas juridiquement dans le même champ, mais qui est très importante comme interférence, qui est intervenue avant avec la loi de finances de l'année 2010, qui est la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par une dotation versée par l'État. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il me semble que par cette disposition, on retire aux collectivités locales, et là à tous les niveaux et particulièrement au département, un moyen encore de le faire entrer en phase de dégénérescence, on retire au département sa principale responsabilité politique, qui est de voter l'impôt, de décider du taux. Prenez la commune, à qui on retire aussi, puisque la taxe professionnelle est supprimée aussi pour la commune. Prenez la commune qui a fait des efforts gigantesques pour avoir une zone d'activité, y attirer des entreprises, sauver des emplois, créer une pépinière d'entreprises, enfin, beaucoup de communes ont fait ça. Elle était, au bout d'un certain temps, récompensée de ses efforts parce qu'elle touchait la taxe professionnelle. Il y avait un retour sur investissement, avec un impôt qui était territorialisé, qui avait certes des inconvénients, parce qu'il y avait des communes qui cherchaient à faire venir les entreprises de la commune d'un côté en faisant du dumping sur le taux de la taxe. Hein. Mais, viens chez moi, il y a du feu. Hein. Bon, c'est connu. Mais
néanmoins, c'était un mécanisme, surtout avec la TPU, la principale ressource des communautés, à fiscalité propre, comme on disait, c'était quand même un système qui marchait. Maintenant, c'est l'État qui perçoit les 5 ou 6 sortes de contributions qui remplacent la taxe professionnelle et qui les reverse aux collectivités locales. Alors les collectivités locales qui ne font pas attention, encore que ce soit attentive là-dessus, ne s'en rendent pas encore compte parce que pendant les 2 premières années, l'État a pris soin de décider de la compensation intégrale. Donc on peut discuter, mais en principe, les collectivités locales reçoivent la même somme en dotation qu'elles touchaient grâce à la taxe professionnelle. Mais après la 2e année, on ne sait pas. D'autre part, l'État a annoncé il y a un mois le gel des dotations. D'autre part, il n'y a aucune garantie quant à l'indexation des dotations. Et enfin, on remplace un pouvoir politique local par un asservissement à l'argent que l'État vous verse. C'est-à-dire, on retire à l'élu l'acte principal qui fait de lui un élu politique. C'est au moment où le conseil municipal ou général ou régional vote l'impôt qu'il émet l'acte politique majeur, où il dit voilà ma politique, voilà mes choix, je me crée mes ressources pour réaliser telle et telle chose. C'est ça l'acte noble du politique. Il en rendra compte ensuite à ses électeurs qui, s'ils ne sont pas contents, se débarrasseront d'eux. Mais c'est là qu'il prend des risques, l'élu. Qui risque d'avoir sur le dos la plainte des contribuables et la plainte des usagers qui estiment que le service public local il n'est pas encore assez performant. Ils ont les deux sur le dos. Il faut toujours penser ça, les élus. Les usagers qui se plaignent et les contribuables qui se plaignent, mais contradictoirement. Les usagers de ne pas en avoir assez et les contribuables de payer trop. C'est ça l'acte politique des élus. Si vous ajoutez à ça, surtout pour le Conseil général, que déjà plus de 90% du budget des conseils généraux sont des budgets contraints, sur lesquels les conseillers généraux n'ont aucun pouvoir. Ils appliquent, prenez leur revenu de solidarité active, le RSA, l'ex-RMI, bon, c'est fixé par une loi, les ayants droit, c'est fixé par une loi, ceux qui en sortent, c'est fixé par une loi, le niveau de la prestation est fixé par une loi. Qu'est-ce qu'il est, le Conseil général ? Il est l'exécutant d'une politique nationale. Il n'a aucune marge de manœuvre, il n'a aucun moyen d'exercer ses choix politiques, il exécute la politique nationale. Et il lui reste en gros 7 à 8% de son budget, alors en moyenne nationale, on pourra peut-être trouver des départements qui ont plus, des départements qui ont moins, enfin en moyenne nationale, il lui reste 7 à 8% de son budget pour des politiques qu'il choisit, pour des politiques volontaristes, pour des politiques qui marquent le choix politique de la majorité du Conseil général, pour des politiques qui correspondent à ce qu'on a promis au cours de la campagne électorale. Donc si vous votez pour moi, voilà ce que je ferai. Mais pour le faire, faut-il encore avoir de l'argent. Donc on dénature l'élu. De l'élu politique, il est transformé en élu gestionnaire. Gestionnaire de politique qu'il ne définit pas. Ça me semble être le point le plus grave, c'est par lequel je conclus. L'élu qui sort de cette réforme, c'est pas l'élu qui est rentré. C'est un élu différent. C'est plus l'élu de proximité de la France rurale profonde. C'est plus l'élu qui est en dialogue, toujours un peu difficile, mais en dialogue avec ses électeurs. C'est un bon gestionnaire économe. Voilà, une première mouture, mais j'ai 50 autres choses à dire, mais on n'y passera pas la nuit. Sur la journée. Et on a quand même 1 heure pour le débat.